Comté indépendant sous les Carolingiens, le Berry retourne à la couronne au XIIIe siècle et constitue le noyau de la reconquête du royaume par Charles VII grâce au soutien de Jeanne d'Arc et de Jacques Cœur. Le Limousin, longtemps fief anglo-angevin défendu par de nombreux châteaux forts, est quant à lui rattaché au domaine royal en 1607. Partons à la découverte d'une partie de ces trésors en passant d'une région à l'autre pour notre plus grand bonheur. Cette première partie nous emmènera du château de Blancafort jusqu'au tour de Merle. En cette première journée, nous voici au château de Blancafort. Édifié au XVe siècle par la famille de Boucard sur l'emplacement d'une ancienne seigneurie qui existait déjà au XIe siècle, puis transformée au XVIIe siècle, cette maison forte, au bel appareillage de briques, s'élève au bord du canal de la Sauldre, dans un site plaisant enrichi par un jardin à la française. En 1064, première mention d'un seigneur de Blancafort. En 1350, Agnès de Blancafort, fille de Guillaume de Blancafort, épouse Jean Boucard. Le château reste dans la famille de Boucard pendant environ 250 ans. Vers 1475 débute la construction du château actuel par François de Boucard et son épouse Marguerite de Cugnac. Le blason, symbole de l'union des deux familles, figure au-dessus d'une porte d'entrée. Au XVIe siècle, en pleine Renaissance, la famille de Boucard agrémente le château de nouvelles modifications comme la galerie à arcades. Entrons dans les lieux. L'ancienne salle de garde a été transformée en salon Louis XIII. Dans la salle à manger, les murs sont tendus de cuir de Flandre repoussé, peint et doré. En 1619, Élie de Saint-Fer de la famille de Boucard se voit saisir le château pour rembourser ses dettes. Claude Faucon se verra nouveau propriétaire par ordonnance royale. En 1781, le château est vendu au comte de Duranty d'origine italienne, ce qui permettra un passage sans trouble ou ombrage pendant la période révolutionnaire. L'histoire du château débute en 1422. Cette année-là, le roi Charles VII donne les terres de la Verrerie à Jean Stuart, comte de Darnley, connétable d'Écosse. Il s'agit de le remercier pour avoir sauvé la couronne de France avec le renfort inespéré de 5000 soldats écossais lors de la guerre de 100 ans. Béraud Stuart, petit-fils de Jean Stuart, commença la construction d'une résidence pour la chasse sur les terres de la Verrerie vers 1475. Son neveu, Robert Stuart, qui avait épousé sa fille Anne, lui succéda et entreprit l'embellissement du château à son retour d'Italie en faisant construire vers 1525 l'aile Renaissance avec ses 9 arcades. En 1670, le dernier Stuart d'Aubigny s'éteint et le château de la Verrerie, comme prévu dans l'acte de donation du roi Charles VII, revient à la couronne de France. En 1673, le roi Louis XIV fait don de la seigneurie d'Aubigny à Louise de Kéroal pour la remercier d'avoir favorisé la paix entre l'Angleterre et la France en devenant la favorite du roi Charles II d'Angleterre, alors qu'elle était dame de compagnie de la princesse Henriette d'Angleterre, sœur de ce roi. En 1734, Charles Lennox, duc de Richmond, petit-fils de Louise de Kéroal et de Charles II, hérite de la seigneurie d'Aubigny érigée en duché-pairie et du château.
En 1842, les héritiers vendent le château et la terre d'Aubigny à Léonce, marquis de Voguet, aïeul des propriétaires actuels. En 1895, son petit-fils, Louis de Voguet, et sa femme la princesse Louise-Marie-Charlotte d'Arambert restaurent le château historique et le font agrandir. Cette importante forteresse a pour origine l'un des plus anciens donjons carrés de la région, élevé au XIe siècle. Ce château à la dimension romanesque est meublé, habité et abrite un musée consacré à Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Résidence des princes de la principauté souveraine de Bois-Bel, le château raconte 1000 ans d'histoire, 1000 ans d'indépendance, le tout sans impôt. On y exerçait la haute et la basse justice, et l'on y frappait monnaie. La princesse Marie d'Albret, dont on voit les armes, a régné dans les lieux et a construit la galerie à arcades avec son mari Charles II de Nevers, auquel elle avait apporté le château. Henriette de Nevers, princesse de Clèves, est née ici et eut pour parrain le dauphin Henri, qui sera plus tard Henri II. Charles de Gonzague, éphémère prince de Bois-Bel, duc de Nevers, descendant des ducs de Mantoue et des empereurs byzantins, proche cousin d'Henri IV, a également régné sur les lieux. Le duc de Sully, ministre d'Henri IV qui règne sur le royaume de Bois-Bel, fait construire grâce aux milliers d'écus offerts par Henri IV la très belle terrasse et la nouvelle capitale du royaume en Richemont par l'architecte Salomon de Brosse. Nous voici à Aubigny-sur-Ner, où un vent d'Écosse a soufflé autrefois. Ses maisons à colombages et son château d'Estuard témoignent de son riche passé. Comme déjà dit lors de la visite du château de la Verrerie, au cours de la guerre de Cent Ans, la ville fut donnée par le roi Charles VII à Jean Stuart de Darnley, cousin du roi d'Écosse. Ce grand seigneur commandait l'armée écossaise venue secourir le malheureux Charles VII, en fort mauvaise posture face aux Anglais après la défaite d'Azincourt. Les descendants de Jean Duart de Darnley et d'Aubigny conservèrent leur fief d'Aubigny jusqu'en 1672, année où leur lignée s'éteignait. Le roi Louis XIV put alors disposer de la ville, revenue dans le giron royal. Pour être agréable au roi d'Angleterre Charles II Stuart, le roi Soleil fit don de la seigneurie d'Aubigny en 1673 à Louise Renée de Pentecoët de Keroual. Cette jeune femme d'origine bretonne, devenue duchesse de Portsmouth après avoir donné un enfant au roi Charles II, était l'agent d'influence de Louis XIV auprès de la cour d'Angleterre. Ses descendants, les ducs d'Aubigny, conservèrent la cité jusqu'à la Révolution française. La dynastie des Stuarts d'Aubigny connut sa plus grande gloire lors des guerres d'Italie. Le roi Charles VIII puis Louis XII confièrent le commandement de leurs armées à Béraud et Robert Stuart, 4e et 5e seigneurs d'Aubigny, qui se lancèrent à la conquête de la péninsule. Béraud Stuart donna jour à un traité sur l'art de la guerre. Au cœur historique de la cité, l'ancienne demeure ducale des Stuarts se pose comme un trésor d'architecture Renaissance. L'édification du château fut commencée par Robert Stuart au XVIe siècle et il fut remanié par Louise de Keroual, duchesse d'Aubigny et de Portsmouth. On y trouve le centre de recherche de la Vieille Alliance, celle qui fut signée entre les rois de France et d'Écosse,
Philippe le Bel et John Bayol en 1295. Y est expliquée de façon didactique la grande histoire dans laquelle la ville sera impliquée de par les Stuarts. Et notamment qu'en 1385, une invasion franco-écossaise de l'Angleterre est planifiée et qu'une flotte de 180 navires accoste à Édimbourg. Malgré une première victoire française lors du siège de Wark, l'entreprise échoue en raison d'un désaccord stratégique. Un peu plus de 30 ans plus tard, en 1419, la grande armée d'Écosse vient au secours du roi de Bourges, Charles VII. Les Écossais ont servi la France avec courage et fidélité lors de nombreuses batailles. Et c'est avec sa garde écossaise que Jeanne d'Arc entra à Orléans le 29 avril 1929. On peut également admirer les tapisseries d'Aubusson qui, selon la tradition, auraient été offertes par Louis XIV à Louise de Kéroal en remerciement de son intervention auprès de Charles II d'Angleterre. Nous débutons cette seconde journée à Sagone. La seigneurie de Sagone appartient au domaine des comtes de Sancerre depuis 1265. Le château est élevé au cours du XIVe siècle pour contrôler l'itinéraire de Bourges à Sancoins. C'est à cette époque que les fossés sont remplacés par des douves en eau. Anne de Bueil, héritière des Sancerre, se marie en 1428 avec Pierre d'Amboise, compagnon de Jeanne d'Arc. La dynastie des Amboise possède Sagone jusqu'à ce qu'Antoinette d'Amboise soit obligée de le vendre à Jean Babou de la Bourdaissière en 1542. C'est Charles de l'Aubépine, marquis de Châteauneuf et garde des Sceaux, qui le rachète en 1632. Le 17 mars 1699, Jules Ardouin-Mansart, venant d'être désigné en janvier surintendant des bâtiments, arts et manufactures de Roye, se porte acquéreur du fief de Sagone. Il s'agit pour lui de posséder un domaine féodal titré pour pouvoir faire valoir son anoblissement par le roi en 1682. Il effectuera d'importants travaux de remise au goût du jour du château. De nombreux documents évoquent le souvenir de Mansart et de Gabrielle d'Estrées, à la famille de laquelle appartenait le château, savoir les Babous de la Bourdaissière. Un soir de Noël 1596, elle passa ici les fêtes avec sa famille. Chambre à décor peint avec une fresque datant du XIVe siècle et chapelle peinte en trompe-l'œil. En 1765, le château échoua, après moult procès, à la marquise Anne-Claude Louise d'Arpajon, comtesse de Noailles, arrière-petite-fille d'Ardouin-Mansart et dame d'honneur de la dauphine Marie-Antoinette. La comtesse de Noailles sera guillotinée le 27 juin 1794 et le château sera pillé et servira de carrière de pierre.
Sur notre route, nous découvrons le château de Ménétou-Couture, édifié au XVe siècle, malheureusement fermé et mis en vente. Le château était une place avancée de la Bourgogne et dépendait de l'archevêché de Bourges. À l'occasion d'un pèlerinage, Louis XI a séjourné dans les lieux. En souvenir de l'aide apportée par le chevalier Marcellin du Guillon qui avait fourni à Henri IV des armes et des canons en vue du siège d'Amiens, celui-ci aurait résidé quelques jours ici. La forteresse actuelle, se superposant à la précédente, date du XIIIe siècle et fut érigée par Pierre de Mornay, évêque d'Auxerre puis chancelier de Philippe le Bel à partir de l'an 1304. Sur la ligne de démarcation entre Nivernais et Berry, la forteresse était un élément clé de défense pendant la guerre de 100 ans. Le château est un rare exemple de forteresse coquille subsistant en France. D'une forteresse médiévale édifiée entre le XIIe et le XIIIe siècle par les comtes de Sancerre, c'est au XIVe siècle que le château de Meilhan se transforme en une belle résidence à vivre avec la famille des Chaumont d'Amboise. Charles Ier d'Amboise, un des favoris de Louis XI qui le fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel, entreprend d'importants travaux à partir de 1473. Charles de Chaumont d'Amboise, gouverneur du Milanais pour Louis XII, avait lors de ses voyages en Italie rencontré des disciples de Léonard de Vinci pour participer à l'embellissement du château. Plusieurs propriétaires se sont par la suite succédés, parmi lesquels le duc de Béthune-Charost. Lieutenant général favorable à l'abolition des privilèges, maire d'un arrondissement de Paris, il échappa à la guillotine sous la Terreur. C'est grâce à lui que le château traverse la Révolution française sans dégradation. Il en avait fait sa résidence préférée et son action philanthropique l'avait fait aimer en Berry, et il a pu donc entreprendre de nombreuses restaurations. À son décès, sa nièce et héritière, Virginie de Sainte-Algonde épousa le duc de Mortemart. C'est ainsi que le château est entré dans la famille des Mortemart il y a plus de 200 ans. Casimir Louis-Victorien de Rochechouart, 11e duc de Mortemart, général et pair de France, que l'on voit ici devant le château, participe aux campagnes napoléoniennes de Prusse, de Pologne et de Russie. Il se distingue à Friedland, Ratisbonne, Essling, Borodino et Wagram, où il charge l'armée autrichienne. Entrons dans les lieux. Le château a conservé son mobilier d'époque et son aspect d'antan. Les pièces sont richement décorées et meublées. Dans la grande salle à manger aux murs tapissés de cuir de Cordoue, la table est dressée avec une vaisselle somptueuse. Plafond à caisson Renaissance. Le grand salon possède une cheminée peinte du XVIe siècle surmontée d'une loggia destinée aux musiciens et au mur des tapisseries de Bruges du XVIIe siècle. L'élégante chapelle au contrefort surmonté de pinacles est du XVIe siècle.
L'autel est surmonté d'un retable de l'école rhénane. Aujourd'hui, c'est Aymery de Rochechouart, marquis de Mortemart, qui, dans la continuité de ses ancêtres, perpétue la tradition des lieux. Au Moyen Âge, les jardins de monastères devaient nourrir le corps et l'esprit. À Orsan, plantes utilitaires et symboliques se mêlent harmonieusement dans un ensemble de jardins clos au cœur d'un prieuré fontevriste fondé au XIIe siècle par Robert d'Arbrissel. Au gré des allées ponctuées de gloriettes et d'arcs de charme, on trouve un potager, des vergers, un labyrinthe et les simples plantes médicinales dont la culture était recommandée dès le IXe siècle par Charlemagne. Le château est en grands travaux lors de notre venue, donc peu d'images possibles en évitant échafaudage et engins de chantier. Le château est cité dès la fin du XIe siècle. La famille de Sully, originaire du château de Sully-sur-Loire, possède pendant plus d'un siècle Aîné-le-Vieil, qui sert de tête de pont pour harceler les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Le château d'Aîné-le-Vieil est l'une des forteresses féodales les mieux conservées du centre de la France. Pendant la guerre de 100 ans, il est le seul château de la région à rester français après la défaite de Poitiers en 1356. Acheté au Culan en 1435 par Jacques Coeur, l'argentier de Charles VII, puis confisqué à celui-ci lors de sa disgrâce, il est racheté le 14 décembre 1467 par Charles de Chevenon, seigneur de Bigny, grand maître des coureurs de France, c'est-à-dire des postes royales, fondés par Louis XI. Mais entrons dans les lieux. Charles de Bigny fait édifier vers l'an 1500 à l'intérieur de l'enceinte un magnifique logis gothique flamboyant très influencé par la Renaissance. Son fils Claude, gouverneur de la Bastille à Paris, et son petit-fils Gilbert, maître d'hôtel de la reine Catherine de Médicis, achèvent les embellissements. L'imposante cheminée du grand salon est décorée aux armes de Louis XII et d'Anne de Bretagne. L'oratoire Renaissance, construit par Gilbert de Bigny vers 1525, est remarquable par ses peintures murales, dont certaines datées de 1610. La Révolution française épargne la forteresse de la destruction. Le marquis de Bigny est guillotiné et son épouse s'exile alors en Angleterre. Son fils est tué dans la bataille de Quiberon, qui oppose les aristocrates à l'armée révolutionnaire. Le château est habité par les descendants de la famille de Bigny depuis plus de 6 siècles. On trouve au château les souvenirs de Marie-Antoinette, de Napoléon, ainsi que de la famille de Colbert, ministre de Louis XIV, dont le général Auguste de Colbert, vu dans le Grand Salon, est tué en Espagne à Carcabelos en 1809, à l'âge de 32 ans. La seigneurie de Sarzay appartenait à la famille de Barbançois depuis le milieu du XIVe siècle. C'est une famille de chevaliers dont les fils s'illustrèrent dans les batailles de la guerre de 100 ans. En 1360, le seigneur de Sarzay, Guillaume de Barbançois, bouta les Anglais hors de la ville de La Châtre avant de piller la ville pour son propre compte. Sarzay était à la limite du royaume de France face au Poitou-Limousin et Aquitaine, possession anglaise.
Vers 1440, Jean de Barbançois construisit un corps de logis flanqué de 4 tours, dont une desservant les étages. Le château contint l'invasion anglaise, puis sortit intact de la guerre de Cent Ans, des guerres de religion, de la Fronde et de la Révolution. En 1538, dans un duel judiciaire, Hélion de Barbançois, âgé de 70 ans, tua François de Saint-Julien sous l'œil étonné de François Ier. Cette famille de Barbançois construisit le château et en resta propriétaire jusqu'en 1720. Entre-temps, en 1651, cette seigneurie fut érigée en marquisat. Le nouveau seigneur des lieux peut quant à lui être fier du travail considérable accompli pour sauver le château. Le château est mentionné pour la première fois dans une charte des années 1200. Une de ces tours porte le nom d'Isabelle d'Angoulême, veuve de Jean Santerre, épouse de Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, qui, selon la tradition, l'aurait fait construire. Ce sont les comtes de la Marche qui font édifier les fortifications au XIIIe puis au milieu du XVe siècle. Entre-temps, en 1356, lors de la chevauchée du prince noir durant la guerre de Cent Ans, le château résiste aux assauts des Anglo-Gascons qui passeront leur chemin le 22 août, non sans avoir dévasté le village. Voici la chapelle. En 1588, des extrémistes catholiques auraient pris le château, ce qui aurait occasionné la ruine d'une tour. À partir de l'an 1606, le château paraît déjà servir de carrière de pierre aux habitants des alentours. Dans un site exceptionnel où les ouvrages militaires se sont succédés depuis les Romains, le château actuel, situé sur la route de la Tapisserie, date en partie des XIIe, XIIIe et du début du XVe siècle. C'est le maréchal Jean Ier de Brosse, compagnon de Jeanne d'Arc, qui le reconstruisit vers l'an 1400. Après René de Brosse, mort à la bataille de Pavie, le château est passé à Jean IV de Brosse, époux d'Anne de Pisseleu, une favorite de François Ier. Après la mort de Jean, qui n'avait pas d'enfant, le château passa à sa sœur Charlotte de Brosse, épouse de François II de Luxembourg. Ils eurent 2 enfants, Charles et Sébastien. Au cours du mariage de Charles de Luxembourg et de Claude de Foix, le 14 janvier 1548, les balustrades extérieures se sont écroulées sous le poids des spectateurs qui regardaient un carrousel dans la cour. Il y eut un nombre considérable de victimes. Le château passa alors à Sébastien de Luxembourg, surnommé le Chevalier sans peur, mort au siège de Saint-Jean d'Angély, puis à sa fille Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre et princesse de Martigues. Marie de Luxembourg épousa le beau-frère d'Henri III, Philippe Emmanuel de Lorraine, comte de Vaudémont, duc de Mercœur, et ils occupèrent le château. Puis Philippe Emmanuel le vendit à sa sœur Louise de Vaudémont, reine et veuve d'Henri III.
Par la suite, le château revint à Françoise de Lorraine, épouse de César de Vendôme, fils légitimé d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. En 1640, Françoise de Lorraine échange Boussac avec Henri-Auguste de Loménie, alors secrétaire d'État, contre une terre de la ville au Clerc. Le grand salon, comme l'ensemble du château, est agrémenté de boiseries, de meubles d'époque, d'objets rares et de tapisseries anciennes, le tout d'une richesse exceptionnelle. Nous voici dans la chambre de George Sand qui séjourna au château de Boussac et où elle a situé l'action de Jeanne, son premier roman. Le château abrita de 1660 à 1882 la célèbre série de tapisseries de la Dame à la licorne qui furent découvertes par Prosper Mérimée, puis par George Sand. Nous voici au terme d'une visite à ne manquer sous aucun prétexte. C'est un château datant du XVe siècle du temps de Louis XI qui surveillait le grand chemin de Guéret à Clermont, d'où il tirait péage et marquait la frontière entre le comté de la Marche et le vicomté d'Aubusson. Le château a subi des aménagements au XVIIIe siècle pour en faire un château de plaisance. La visite est passionnément commentée par le propriétaire, captivant son auditoire par de savoureuses anecdotes. L'on découvre des tapisseries des XVIe au XVIIIe siècle qui sont d'Aubusson, de Felletin, de Ferrare, d'Audenarde, de Beauvais ou encore des Gobelins, sans oublier des porcelaines de Sèvres ou de Limoges. Sur cette tapisserie de Beauvais du XVIIe siècle, commande de la cour de Suède, la ménagerie du zoo de Versailles est revisitée. Dans la chambre d'apparat, deux tableaux évoquent les personnages célèbres de la région. Le premier représente le maréchal François d'Aubusson débarquant à Candie. Le second évoque le grand maître Pierre d'Aubusson, accordant asile à Rhodes au prince Zizim. Des peintures murales de la fin du Moyen Âge se cachent derrière les cloisons du XVIIIe siècle. Sous la Révolution, le marquis de Biencourt, propriétaire des lieux, y fomente un complot monarchiste. La visite se poursuit jusque sous les combles. En 1803, le château passe à Charles de la Barre, vicomte de Bridier. Madame Aubert, veuve d'un notaire de Boussac, acquiert le domaine en 1888. La famille Salandrouze, manufacturier d'Aubusson, en devient par la suite propriétaire. Nous terminons la visite dans la chapelle qui était destinée aux pèlerins et qui a conservé ses pigments rouges du XVe siècle. En cette matinée du 5e jour de notre itinérance, nous découvrons le château de Val, au cœur d'un site de toute beauté.
La forteresse de Val, composée de 6 tours couronnées de toits en poivrière, d'une architecture moyenâgeuse tout en rondeur, se dresse sur un éperon rocheux et semble inspirée d'un conte de fées. C'est Guillaume IV d'Estaing, né en 1397, de Jean, seigneur de Chélade et d'Hélice de Pierrefort, chambellan du roi Charles VII, gouverneur et sénéchal du Rouergue, puis bailli de Nîmes, qui fait construire le château actuel. La famille d'Estaing possédera et habitera le château jusqu'à Guillaume V d'Estaing, dit Guillot, né en 1529, seigneur de Val, de Chélade et de Landau. Un certain nombre de familles vivront ensuite successivement dans le château jusqu'à la famille d'Arcy. En 1942 débutent les travaux de construction d'un grand barrage sur la Dordogne qui engloutira 3 villages. Le château de Val était également promis à la submersion. La famille d'Arcy quitte en conséquence les lieux en 1946, emportant tout le mobilier. Mais la hauteur d'eau du barrage ayant été revue à la baisse, le château se retrouvera sur une presqu'île, son parc ayant disparu au fond du lac. Laissé à l'abandon, le château sera pillé. La ville de Bord, devenue propriétaire des lieux, a entrepris de nombreux travaux et petit à petit elle a également remarquablement remeublé les lieux avec tableaux et meubles d'époque, comme on peut le constater en parcourant le château. La charpente du XVe siècle est en chêne, coupée à la lune montante et travaillée à l'herminette. En 1960, une scène du film Le Capitan, avec Jean Marais et Bourvil, fut tournée dans les lieux. Le château construit au XIIe, remanié au XIIIe et XIVe siècle, commandait la vicomté de Ventadour. Par sa situation et sa formidable défense, le château semblait imprenable. Il fut cependant pris par suite de la trahison de Ponce du Bois, écuyer de Bernard II, seigneur de Ventadour, qui livra le château à Geoffrey Tête-Noire qui combattait pour les Anglais. À partir de 1379 et 11 années durant, pendant la guerre de Cent Ans, il reste aux mains de Geoffroy Tête-Noire, bandit exécrable à la tête d'une bande de pillards mercenaires venant de Bretagne. En 1388, Geoffrey reçoit un trait d'arbalète venant des troupes royales assiégeantes et mangé par la gangrène désigne pour lui succéder ses neveux Alain et Pierre Roux. En 1389, les neveux Roux qui tiennent toujours Ventadour proposent par ruse à Jean II de Berry de le lui vendre et de lui livrer leurs hommes. La ruse est vantée, les mercenaires sont décapités ou pendus à Ventadour. Les frères Roux sont emmenés au Châtelet à Paris, puis mis au pilori, décollés et écartelés. Et Ventadour fut ainsi libéré. Le vicomte et Blaise II, dit le chanteur, de grande réputation, a vécu ici au début du XIIe siècle.
Le troubadour virtuose Bernard de Ventadour y est né. Il sera apprécié en Angleterre au couronnement du roi Henri II et de son épouse Aliénor d'Aquitaine. Le château médiéval du XIVe siècle, qui a été édifié par Jean Bouthier, a été remanié durant la Renaissance au XVe et XVIe siècle. Un siècle et demi environ après la construction du château, Dominique de Sédières, arrière-petit-fils de Jean Bouthier, abandonna définitivement le patronyme de Bouthier et entreprit de réhabiliter la demeure de ses ancêtres. Les campagnes d'Italie l'avaient rendu sensible à l'architecture et à l'esprit de la Renaissance. Le château est acheté en 1861 par le colonel Adolphe de Chanal, qui devient par la suite général de brigade. Il entreprend des travaux de restauration, certainement sous la direction de Viollet-le-Duc. Avancé du Périgord en Limousin, Beaulieu-sur-Dordogne est une jolie cité médiévale. L'église abbatiale Saint-Pierre du XIIe siècle fut un lieu de pèlerinage important sur la route de Rocamadour et de Saint-Jacques de Compostelle. Édifié en l'an 1135, le portail méridional est un des premiers chefs-d'œuvre de la sculpture romane. Présentant un ensemble d'une remarquable composition, il a été exécuté par des tailleurs d'images toulousains. Le retable de la chapelle de la Vierge a été réalisé en 1678 par Pierre Estrade, sculpteur, et Jean Duchesne d'Horreur à Beaulieu en Dordogne. Le retable de la remise des clés à Saint-Pierre date également du XVIIe siècle. Le trésor renferme une remarquable Vierge à l'Enfant du XIIe siècle en bois revêtu d'argent. La maison Renaissance possède une façade ornée de statues et de médaillons du XVIe siècle. Le clocher-mur à 5 baies de la chapelle des Pénitents se reflète dans les eaux de la Dordogne. Le prieuré fondé en 782 est intégré dans la vicomté de Turenne en 844 et attire sous sa protection une population de paysans, d'artisans et de commerçants. Autour de ces bâtiments, protégés par des remparts, le bourg devient une escale sur la route pour Compostelle. La chapelle des pénitents noirs du XIIIe siècle est affectée à la sépulture de certaines familles notables locales. La halle aux grains fut le centre de la vie sociale durant des siècles. L'église Saint-Pierre des XIe et XIIe siècles fut fortifiée au XVIe siècle pendant les guerres de religion.
En 1308, le vicomte de Turenne accorda à la ville une charte de franchise et le droit de juridiction. Voici le château de Vassignac, édifié en 1583 et qui appartenait à Gédéon de Vassignac, seigneur de Collonges, capitaine-gouverneur de la vicomté de Turenne. Le Castel de Mossac, dont le dernier membre de la famille émigra en Italie et devint l'aumônier de la princesse Pauline Borghese. Aux confins de la Corrèze et de la Dordogne, ce petit joyau médiéval impose de loin la silhouette de ses remparts, de ses 3 châteaux et de ses nobles maisons. Étonnant pour un village de 200 âmes. Dans la même enceinte, 2 châteaux. À gauche, le château de Saint-Hilaire avec ses tours carrées à machicoulis du XIVe siècle, et à droite, le château de Plat avec ses tours rondes du XVIe siècle. Des Saint-Hilaire, le château passa au XVe siècle à la famille de Lostange, puis au XVIe siècle à Gabriel de Cardaillac. Le château de Plat fut probablement construit à l'initiative de Jean de Plat vers les années 1543-1547. Il fut ambassadeur de Louis XII et de François Ier en Écosse. L'église Saint-Barthélemy, dont la construction a débuté dès le XIIe siècle, aurait été une dépendance de Malte. Le retable en bois peint est un chef-d'œuvre baroque de 1672. L'église a conservé son clocher à peigne protégé par un auvent. Le château de la Johannie et le château des Johannes, qui sont à Curmonde depuis le XIIIe siècle. On trouve trace de Hugues de la Johannie, damoiseau de Curmonde en 1405, qui rend hommage au vicomte de Turenne. Naturellement fort, le site offrait à ses seigneurs une position dominante et spectaculaire. Construit sur un éperon rocheux de 30 mètres de haut, 40 mètres de large et de 200 mètres de long, la cité de Merle s'est développée dans un méandre de la rivière Maronne. Lieu de péage, ce castrum se situe à la frontière entre le duché d'Aquitaine, le comté d'Auvergne et le comté de Toulouse. Plusieurs seigneurs avaient des droits sur Merle, mais parmi les seigneurs locaux, les plus éminents étaient ceux de Carbonnières. La chapelle seigneuriale Saint-Léger occupe une place privilégiée dans le castrum. Les logis méridionaux, qui pourraient dater du XIe siècle avec leur escalier à vis, sont dotés d'éléments de confort comme cheminée, placards, fenêtres à coups-sièges et latrines. Sept familles de seigneurs vont cohabiter ou se succéder à Merle, ce qui en fait un des sites majeurs de coseigneurie. Plusieurs tours de plan carré sont érigées sur le même site afin d'éviter à chaque famille de se disperser et de s'affaiblir. C'est ainsi que s'étagèrent sur cette presqu'île les seigneurs de Merle, Vérac, Pastel, Carbonnières, Noailles, Saint-Beauzile, puis les Roches-Dragons.
Voici sur l'extrémité de l'Éperon les tours de Carbonnières et de Pesteil, respectivement des XIIIe et XIVe siècles. Au XVe siècle, lorsque la guerre de Cent Ans fut terminée, une longue période de paix contribua à l'éclosion d'une ère de prospérité pour cette petite cité. Hélas, les guerres de religion allaient causer des ravages meurtriers. La forteresse mutilée servit de refuge en 1574 quand les protestants y installent une garnison. Ils en seront chassés 2 ans plus tard par les co-seigneurs. Le site sera au XVIIe siècle délaissé pour son inconfort et tombera dans l'oubli. Nous voici au terme de cette première partie. La seconde nous mènera en une lente remontée depuis la spectaculaire cité de Turenne jusqu'à Bourges, la cité de l'argentier de Charles VII Jacques Coeur, à la découverte d'encore nombre de châteaux, palais et abbayes et de leurs innombrables trésors.